Bonsoir à toutes et à tous. Alors vous venez de quitter le petit live que j'ai pu suivre également, le petit point info de David Guyon, voilà, comme il fait, on va dire, à l'accoutumée avant notre émission de justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats avec maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris. Je suis heureux de vous retrouver puisqu'on ne s'était pas vu depuis au moins 2 semaines, puisqu'on avait fait une émission. Vous aviez une émission enregistrée, diffusée également donc la semaine dernière. L'occasion pour ma part de vous souhaiter tous mes voeux, de vous souhaiter également une bonne année, une bonne santé, etc. Encore de nombreux combats pour la justice. Ce soir, si mes comptes sont bons, si on compte l'émission préenregistrée de la semaine dernière, on est ce soir à la 160e, soit 160, je vais y arriver, 160e émission de justice citoyenne. Autrement dit, cette année, David, c'est cette année en 2026 qu'on va donc faire la 200e. 200e, j'imagine, puisque encore une quarantaine d'émissions. Voilà. Donc cette année en 2026, on va pouvoir faire la 200e en France. On tient. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc encore une fois, voilà, quelques semaines qu'on ne s'était pas vu. L'occasion également de découvrir un petit peu voilà, les nouveaux locaux, le nouveau studio de David, que j'avais pu voir sur plan avec les idées quand j'étais venu voir. Et puis surtout, vendredi, alors, je me permets, David, est-ce que c'est confirmé qu'on se fasse une petite émission en direct depuis télé? C'est confirmé, mon cher Pierrick. Donc, on sera là, ici, dans nos locaux. Alors, on n'a pas encore reçu tout le matériel, ce que je disais tout à l'heure à l'instant. Il nous manque encore pas mal de choses, mais écoute, en tout cas, c'est fonctionnel. On aura le studio, la table, les différentes caméras, donc c'est déjà ça. Et évidemment, ça va s'améliorer au fur et à mesure que le temps va passer. Eh ben, en tout cas, c'est top. Voilà, donc comme on vous l'avait annoncé il y a 2 semaines dans la dernière émission, j'ai fait le nécessaire pour me libérer, puisque vous savez que j'ai 2 activités professionnelles, donc j'ai toujours des emplois du temps, on va dire, très chargés, mais il était hors de question de louper notamment l'inauguration du nouveau cabinet de David, et donc du coup de pouvoir faire cette émission dans ce nouveau studio. Donc vendredi, ne manquez pas, on fera une petite émission donc avec David en direct, où je serai dans ses studios, donc directement à Montpellier. L'occasion également de découvrir également Gauthier, avec qui on a pu juste pour l'instant échanger soit par mail ou soit par message. Voilà, donc de rencontrer un petit peu toute l'équipe. Donc vendredi, tenez-vous prêts, on sera ensemble comme certaines émissions qu'on a déjà fait ensemble. Je sais qu'en principe, c'était relativement bien apprécié, en tout cas. Comment vas-tu? Mon cher Pierrick. Pardon? Ce sera aux alentours de 19h. Je donne cette info, mais l'inauguration commençant à 19h30, à 19h, on aura comme ça une petite demi-heure pour parler d'un sujet ensemble. Je ne vais pas encore arrêter le sujet, mais il y a tellement d'actualités que je pense que nous ne peinerons pas à trouver un sujet intéressant à analyser ensemble. Eh ben super, en tout cas, je fais une petite parenthèse, s'il y a des Montpelliérains ou des gens dans le coin, comme je vais profiter, je me suis également arrangé pour déplacer, on va dire, rester le week-end, si on peut dire, vous savez, dans le sud, étant donné que j'ai des connaissances et de la famille également dans le sud. Voilà, le samedi, je serai encore, on va dire, dans les parages. S'il y en a certains qui souhaitent qu'on se croise, ce serait avec grand plaisir. Voilà. Alors ce soir, sans plus attendre, on est déjà 20h32, on a dépassé un petit peu, bref. Donc on va parler notamment de la responsabilité de l'État, tu vas nous parler d'un recours que tu es en train de faire avec l'ADLF, l'Association de défense des libertés fondamentales, suite notamment au vol de données. Vous savez que par exemple, il y a eu notamment des vols de données auprès de la CAF, auprès de 4 millions de personnes, si j'ai bien compris, avec 22 millions de lignes de données qui ont été données. Quelle est la responsabilité de l'État face à ça? Comment est-ce qu'on se défend face à ça, avec notamment ce vol de données personnelles? C'est ce que tu vas nous exposer ce soir, David. Tout à fait, mon cher Pierrick. Alors, c'est une action que je préparais déjà depuis quelques semaines. J'attendais simplement qu'on ait une belle occasion pour en parler, puisque le constat est le suivant. L'identité numérique nous est de plus en plus imposée. L'identité numérique, vous le savez, c'est l'obligation de vous identifier sur l'ensemble des services numériques de l'État, via notamment ce qu'on appelle France Connect. Et vous savez que de plus en plus, si cette identification numérique n'est pas totalement obligatoire, dans la pratique, il est quasiment impossible de s'en passer. Ce qui fait que nous nous retrouvons face à un paradoxe. D'un côté, nous devons de plus en plus donner des données, permettre à l'administration de collecter des données personnelles, et en parallèle, nous constatons qu'il y a de plus en plus de failles de sécurité avec des vols massifs de données, comme tu l'as annoncé à l'instant, avec notamment les services de la CAF.
Face à ce constat qui est de nous devons donner nos données personnelles et en contrepartie nous n'avons aucune sécurité, nous sommes venus à l'idée suivante qui est que nous allons engager la responsabilité de l'État du fait de son incapacité à assurer une sécurité optimum de toutes les données personnelles des citoyens français. Alors, pourquoi l'association ADLF s'engage dans ce recours? Le constat est simple, si vous êtes personnellement victime d'un vol de données personnelles, évidemment, la possibilité, ou en tout cas la faculté que vous engagiez un recours en justice pour engager la responsabilité de l'État ou de l'administration qui en est responsable, je pense ici par exemple pour les services de la CAF, c'est notamment évidemment le département qui en est responsable. La capacité, ou en tout cas la volonté d'engager une action sera relativement limitée, pour deux raisons. La première, parce que très souvent, vous n'en aurez pas forcément connaissance. Pourtant, c'est une obligation de la part du responsable du traitement des données personnelles de vous notifier qu'il y a eu une violation, premièrement. Cette obligation est rarement respectée. Deuxièmement, votre capacité à engager financièrement une telle démarche est relativement faible, puisque d'une part, eh bien, comme on l'a expliqué, la très grande majorité des Français sont malheureusement désargentés, ce qui fait que la possibilité pour eux de financer un recours en justice est assez proche de zéro. Parallèlement, ce sont des dossiers assez complexes qui vont quand même demander un certain nombre d'heures de travail, si bien qu'il y a des charges incompressibles que n'importe quel avocat ne pourra pas échapper, conduisant de facto à l'empêchement d'une telle action sur des mécanismes tels que la gratuité ou simplement une possibilité d'aide juridictionnelle. Pourquoi? Parce que l'aide juridictionnelle, bon, c'est sympa pour un divorce, c'est sympa pour un petit recours par-ci par-là, mais d'engager la responsabilité de l'État sur un sujet aussi complexe, vous aurez malheureusement peu d'avocats qui seront enclins à le faire sur ce système de gratification. Je parle de gratification parce que c'est même pas une indemnisation tellement le montant est faible. Ça, c'est le premier point. Donc, premier point, il y a peu de chances que vous le sachiez. Deuxième point, vous aurez malheureusement pour la très grande majorité très peu de moyens financiers à accorder à une telle action. Le troisième point, c'est quand bien même vous engageriez une telle action, finalement, le préjudice qui en résulterait et donc le gain espéré serait relativement faible. Pourquoi? Parce que certes, il y aura certainement un préjudice moral, il y aura certainement un préjudice résultant du vol de vos données personnelles, mais nous sommes devant le juge administratif. Et le juge administratif est aussi le garant de la protection des deniers publics. Donc, braves gens, rassurez-vous, l'argent public ne sera pas dilapidé par les juridictions administratives. Ils ne sont malheureusement pour les victimes pas connus pour leur générosité. Si bien que dans les faits, il y a de fortes chances que les véritables victimes de tels agissements, c'est-à-dire de la violation de leurs données personnelles, agissent en justice. Or, clairement, alors que l'identité numérique nous est imposée de plus en plus, il m'apparaissait nécessaire en tant qu'avocat que de proposer une alternative. Oui, une alternative, parce que si nous ne pouvons pas nous opposer finalement à l'évolution de la législation, nous pourrions contraindre l'État à assumer les conséquences d'un vol massif de données personnelles. Et ce dernier n'étant pas en capacité de pouvoir assurer une protection optimum, se verrait donc contraint soit de ralentir, soit finalement d'apporter des alternatives à la collecte de données personnelles par crainte justement d'être condamné de manière répétée. 4 millions de personnes, ça fait quand même un sacré paquet de personnes qui pourraient via l'association engager un recours en responsabilité. Vous l'aurez donc compris, cette action, elle vise à pallier finalement l'incapacité que nous avons tous individuellement à engager la responsabilité de l'État, tout en mettant l'État face à ses propres responsabilités, qui est que, techniquement, il ne peut pas nous assurer une parfaite sécurité de nos données personnelles. Alors, plusieurs exemples pour vous convaincre que cette action, elle est plus que nécessaire, et j'ai envie de dire, je suis presque étonné que nous soyons si peu à nous en intéresser, parce que clairement, j'ai récemment eu le plaisir d'intervenir lors d'une conférence sur l'identité numérique, et on le voit bien, l'identité numérique avance pas à pas. Pourquoi? Tout d'abord, vous avez un certain nombre de services publics qui, aujourd'hui, sont accessibles principalement par voie dématérialisée. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez bénéficier des services de la CAF, vous avez l'obligation de vous connecter à votre espace personnel et à, bien entendu, fournir un certain nombre de données personnelles extrêmement sensibles. La composition de votre foyer, les noms, prénoms, date de naissance,
naissance de vos enfants, vos revenus trimestriels et évidemment votre adresse personnelle. Ces données personnelles, lorsqu'elles sont sur le darknet, lorsqu'elles sont collectées, volées par des hackers, peuvent se retrouver entre les mains de personnes mal intentionnées. Alors vous allez me dire, pourquoi donc débarquerions-nous, un hacker, un des voleurs débarquerait chez moi alors que je suis un bénéficiaire du RSA? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs façons de porter atteinte à vos droits et à vos biens. Tout d'abord, on peut simplement usurper votre identité et, grâce à un certain nombre de mécanismes, faire en sorte que des prestations soient versées directement sur le compte des hackers et non pas directement sur votre compte. Deuxièmement, il est tout à fait possible, grâce à ces données personnelles, de faire ce qu'on appelle du chantage. Et oui, évidemment, si quelqu'un demain vous écrit et vous dit « je sais où vos enfants se trouvent, à quelle école ils se trouvent, et par contre, si vous voulez qu'il ne se passe rien, voilà ce qui va se passer, et voilà l'endroit où vous devez virer des fonds », évidemment, vous commencez à comprendre comment les choses vont se dérouler. Enfin, dernier point, je rappelle quand même que la fédération, notamment des utilisateurs des armes à feu, je n'ai plus la dénomination, vous me dites-moi en commentaire si vous avez entendu parler de ça, a subi notamment un vol des données personnelles de ses adhérents, si bien que c'est retrouvé sur le darknet les adresses et les catégories des armes que ces personnes possédaient, si bien que certains d'entre eux ont été physiquement agressés et leurs armes dérobées. Donc on voit que un vol de données personnelles peut rapidement se transformer en un homejacking. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose de très concret et de très réel. Donc, évidemment, le vol de données personnelles, c'est pas uniquement quelque chose de théorique, pas uniquement quelque chose de philosophique, c'est vraiment quelque chose de très concret. Quelque chose qui peut faire que demain, des personnes débarquent chez vous. D'accord ? Et donc, évidemment, c'est extrêmement dangereux de savoir que de telles données personnelles se baladent sur Internet et que l'État, alors qu'il vous impose de donner toutes ces données personnelles, est incapable finalement d'assurer la parfaite sécurité de ces données. Je vous donne un autre exemple. Vous avez vu récemment que les sites pornographiques avaient l'obligation de pouvoir s'assurer de l'âge des personnes qui allaient consommer les contenus de leur plateforme. Alors, vous me direz, bon, après tout, on n'est pas obligé d'aller sur de telles plateformes. Je suis d'accord avec vous, mais vous le saurez, enfin vous le savez très bien, nous sommes quand même très nombreux à aller sur ces plateformes, ne serait-ce que par curiosité ou pour d'autres raisons. Et quoi qu'il en soit, si aujourd'hui vous donnez vos données personnelles, c'est-à-dire que vous vous faites identifier, parce que c'est ça, c'est le système qui est utilisé aujourd'hui par les plateformes pour s'assurer que vous avez un âge majeur et que vous êtes en possibilité de pouvoir consulter leur contenu, vous allez devoir vous faire identifier, ce qui veut dire que vous allez devoir prendre des photos et fournir vos cartes d'identité nationale, passeport ou autre, pour pouvoir s'assurer que c'est bien vous et que vous êtes majeur. On est donc en train de pousser des plateformes privées à collecter des données biométriques. C'est ça qui est particulièrement dangereux. Mais surtout, comme il a été expliqué, dans la réalité, il est impossible de pouvoir empêcher des hackers d'accéder ou de voler des données personnelles. La seule chose que vous pouvez faire, c'est rendre économiquement non intéressant le fait que des hackers vont chercher à s'introduire dans votre système et à voler vos données. En d'autres termes, si le coût est disproportionné par rapport aux gains que peuvent en espérer les hackers, alors dans ce cas-là, ils vont cesser leurs attaques et n'iront pas chercher à dérober des données personnelles. Voilà comment concrètement la cybersécurité fonctionne. On ne peut pas vous assurer à 100% que vos données personnelles ne pourront jamais être dérobées. On peut simplement dire qu'on va mettre suffisamment de moyens pour que ça rende économiquement insoutenable une telle violation de vos données personnelles. Évidemment, qui dit économiquement insoutenable dit donc que les plateformes devront donc accorder un certain budget à la protection des données personnelles de leurs adhérents, des personnes qui vont donc venir sur leur site. Dans les faits, c'est impossible. Dans les faits, une plateforme ne consacrera jamais les fonds suffisants pour faire en sorte que les utilisateurs de cette plateforme aient des données personnelles qui soient parfaitement protégées. Elles se conformeront aux obligations fixées par la RGPD, mais à aucun moment, elles pourront vous assurer qu'elles mettront tous les moyens financiers supplémentaires nécessaires pour assurer que le vol de ces données soit économiquement non rentable pour de tels hackers. Donc, on se retrouve dans une situation où le responsable
du traitement des données personnelles, c'est-à-dire le fournisseur du site internet, va se retrouver à être en conformité avec la loi, mais ne pourra jamais vous garantir à 100% que vos données personnelles ne seront pas dérobées. Or, que pensez-vous que des hackers pourraient faire avec évidemment vos belles photos d'identité, vos belles photos prises sur ce site internet, et avec évidemment toutes les catégories et les vidéos que vous êtes amené à visualiser sur ce même site, que toutes les données personnelles seront donc collectées. Pensez-vous qu'une personne qui aurait de telles informations ne serait pas capable demain de venir vous écrire et de vous indiquer que si jamais vous n'accomplissiez pas tel ou tel acte, eh bien, ces données seraient diffusées massivement auprès de votre entourage? Évidemment, non, rien ne peut vous assurer qu'une telle situation ne se déroulera pas. Et c'est bien ça le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de contraindre une certaine catégorie de la population à fournir des données extrêmement sensibles sur leurs orientations sexuelles, leurs goûts, leurs petits péchés mignons, à des entreprises privées, parfois des entreprises étrangères, et bien entendu avec tous les risques que cela peut impliquer. Imaginez demain si une fuite de données personnelles de 4 millions d'utilisateurs du site Pornhub se retrouve sur le dark web. Je peux vous assurer que demain, il va y avoir une série de divorces, une série de suicides et une série évidemment de personnes dont la vie sera fichue. Pourquoi? Eh bien parce que nous aurons des plateformes qui auront été contraintes par la loi à collecter un certain nombre de données personnelles qui jusqu'à maintenant ne l'étaient pas. Alors, cela signifie-t-il qu'il ne faut pas protéger les mineurs de la possibilité de consulter de tels sites? Évidemment que non. Mais à mon sens, il était plus que nécessaire de penser à une autre manière que celle de devoir identifier automatiquement toutes les personnes qui cherchaient à consommer ce contenu. La troisième chose, c'est notamment la loi du 7 juillet 2023 qui impose une majorité numérique qui est fixée à 15 ans et qui vise à notamment empêcher les mineurs de pouvoir s'inscrire sur des sites, sur des réseaux sociaux avant cet âge donc de 15 ans. Alors jusqu'à maintenant, cette loi du 7 juillet 2023, elle est restée lettre morte puisque tous les décrets d'application n'ont pas encore été pris, et ce pour des raisons de non-conformité au droit européen. Seulement, vous l'avez compris, le président de la République, le gouvernement sont en train de pousser en ce sens. Quel est le problème? Si vous demandez à des personnes de s'identifier et de s'assurer qu'elles ont plus de 15 ans, finalement, vous allez ficher toute la population française qui utilise des réseaux sociaux. Et je peux vous assurer qu'il y a plus de 90% de la population française qui utilise au moins un réseau social. Ce qui, à la base, partait peut-être d'une bonne intention de dire on va protéger les mineurs, va finir par nous conduire à avoir un fichage automatique et généralisé de l'ensemble de la population française. Or, un tel fichage reviendrait à mettre entre les mains de grandes entreprises américaines des données extrêmement sensibles sur l'ensemble de la population française. Alors, si vous aimiez la souveraineté numérique, là, clairement, il n'y a aucune souveraineté puisque l'État français n'aura plus aucun contrôle sur les données personnelles que vous aurez été contraint de remettre à des entités étrangères et des entités privées. Donc là, si vous ne commencez pas à voir la problématique de l'identité numérique, c'est que définitivement, je ne peux plus rien faire pour vous. Cette action collective, elle n'est pas collective, elle a un intérêt collectif, mais elle est menée par l'association ADLF. Elle était plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que clairement, nous ne pourrons pas faire fléchir la législation. Par contre, clairement, on peut être en mesure de ralentir cette législation par la crainte d'une condamnation systématique et systémique de l'État français. Dans tous les cas, même si cette action est vaine et peut-être vouée à l'échec, on ne peut pas rester de marbre face à cela. Eh ben, en tout cas, merci pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? J'ai cru que j'avais désactivé les micros. Pardon. En tout cas, merci pour cette présentation. Forcément, je suis forcément d'accord avec tout ce que tu dis, avec toutes les problématiques. On voit très bien de toute manière, ça rejoint, je dirais que ça c'est un prélude, c'est un petit morceau dans une chaîne complète que l'on avait déjà évoqué lors de précédentes émissions où on évoquait une sorte le terme qu'on avait utilisé de passe numérique finalement,
on va dire, qui intègre pas mal de choses. Vous voyez qu'on a de plus en plus de données de santé qui sont notamment numérisées. On a de plus en plus de données également, voilà, pour se connecter pour les impôts. On a de plus en plus de données pour se connecter également à nos comptes en banque, etc. Imaginez lorsqu'on aura tout connecté, on va dire tout ensemble, et que justement les hackers puissent potentiellement, par exemple, une fois que tout est connecté, c'est peut-être plus juste vos données de la cave qu'on va pouvoir récupérer, c'est toutes vos données complètes, c'est-à-dire votre état de compte en banque, vos données de santé, avec votre situation familiale. Limite, on saura presque que le vendredi, un tel à 16h48, vous avez acheté une pizza surgelée à tel endroit. Imaginez tout ce qu'il est possible de faire et de contrôler indirectement la population via ces éléments qui pourraient être connectés et collectés. Voilà. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est même pas une question de pour ou contre. Je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'on est capable de faire et on va dire, de résumer comme information à partir d'une collecte de données. Il n'y aura plus besoin de faire des tableaux Excel. Vous balancez des données dans un tableau, vous avez juste, on va dire, à demander par exemple à Grok ou n'importe quel outil d'intelligence artificielle de vous donner, on va dire, de faire une sorte de résumé de données sur, par exemple, dites-moi à partir des 4 millions de données que j'ai, des 4 millions de personnes dont j'ai récupéré 22 millions de données de ligne, qu'est-ce qu'il en ressort? Vous allez peut-être savoir exactement, on va dire, quel pourcentage de population à tel endroit, etc., suivant leur activité professionnelle, suivant, on va dire, pas mal de choses, qu'est-ce qu'ils consomment et autres. Et c'est ainsi que vous pouvez impulser davantage, lorsqu'elles sont vendues éventuellement des entreprises, à des très grandes entreprises, davantage facilement des objets. C'est-à-dire que ce que l'on ne voit pas dans la fuite, la problématique que certains ne voient pas dans la fuite de données personnelles, c'est comment est-ce qu'elles peuvent être exploitées pour que demain, vous soyez la cible indirecte via la télé, via la publicité, etc., des futurs produits de consommation, etc., où vous pensez que vous auriez choisi. C'est juste tout simplement que l'on vous connaîtra mieux que vous, qui pourrait permettre justement de vraiment vous cibler pour que vous fassiez exactement vos choix d'achat, d'orientation, d'opinion politique potentielle, voilà, en fonction, on va dire, d'éléments qu'on va pouvoir vous balancer, puisqu'on sait exactement comment vous réagissez, comment vous vivez, et puis voilà. Je crois que c'était, je terminerai là-dessus, je crois que c'était Facebook ou autre qui, il y avait une étude qui était sortie sur Facebook, je crois, qui, à partir de 250 interactions, des likes, des partages ou autres, je crois que Facebook était capable, vous connaissez mieux que vous-même, à partir de quelques centaines d'interactions sur ce réseau social. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer avec la fuite de données, justement la récupération de données, si certains hackers tentent de les récupérer, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a certainement et également énormément de choses à en faire derrière. Et c'est ça qui est inquiétant. Et la problématique, c'est que c'est très subtil, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Voilà. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Et demain, ce que vous ne saurez pas, est-ce qu'on aura peut-être à la télévision des publicités ciblées, c'est-à-dire que suivant qui est-ce qui regarde la télé, est-ce qu'on est capable d'envoyer, on va dire, des pubs un petit peu différentes, suivant les personnes, suivant la dox, on sait que tiens, sur tel réseau, hop, on balance telle pub, sur telle personne, dans tel secteur, on va lancer telle pub, alors que tout le monde a la pub en même temps, mais bref. Voilà, c'est pour vous ouvrir l'esprit sur la problématique que peuvent entraîner pas mal de choses, et tout ce que l'on est en train d'évoquer ici, c'est des choses qu'on est déjà capable plus ou moins de faire, donc il ne reste plus qu'à avoir suffisamment d'éléments de données pour pouvoir orienter davantage de stratégies, et où l'intimité personnelle sera plus respectée. Et on a toujours la problématique, pour moi, qui est un biais cognitif, où il y a toujours, vous savez, c'est comme la vidéoprotection, la vidéosurveillance, le fichage, etc., etc. Vous avez de plus en plus de personnes, des fois, qui disent « Mais écoute, moi, j'ai rien à me reprocher. Au pire, bon, on m'a volé mes données. » Ouais. C'est une problématique de rien avoir à se reprocher. Vous pouvez poser la question à ces personnes, si toutefois vous avez des personnes qui vous disent « Mais moi, j'ai rien à me reprocher. Au pire, si on m'a volé les données, j'ai rien à cacher. » Ok, c'est comme si demain, on mettait, imaginons, une caméra, on filmait en direct, en fait, en simultané, et qu'on enregistrait tout ce qui se passe dans votre logement. Voilà, je pense que c'est bien de ramener les gens à la réalité pour dire, voilà, quand vous faites la cuisine, à l'heure à laquelle vous rentrez, etc., et on filme vos faits et gestes. Vous n'avez rien à vous reprocher, qu'est-ce qui vous dérange quand vous filmez chez vous, par exemple? Vous voyez, donc c'est vraiment, on va dire, de l'intrusion et de l'intimité, et où, entre guillemets, à quel moment s'arrête, justement, à partir de jusqu'où avons-nous droit à une intimité, une vie privée et une vie, si on peut dire, anonyme. Bien que, encore une fois, bien que j'ai rien à me reprocher, j'ai pas envie qu'on filme chez moi, qu'on sache ce qui se passe chez moi, ni ce que je fais, quoi, comment, pourquoi, à quel moment j'ai fait tel achat et pour quelle raison. Voilà.
En tout cas, voilà, merci à vous. Donc, il y avait plusieurs questions qui ont été notamment épinglées. Donc, merci encore une fois, David, et merci encore une fois. Vous pouvez soutenir l'ADLF. Je ne sais pas si Gauthier a prévu un petit lien. Vous rappelez-vous de l'Association de défense des libertés fondamentales. Voilà, vous pouvez la soutenir si vous souhaitez cette association. Pardon ? Un lien sera mis dans la description de la vidéo. Donc, quand vous allez regarder la vidéo, il y aura le lien dans la description. Voilà, merci à eux, à cette association qui tient à défendre les libertés fondamentales. Vous pouvez les soutenir à votre manière également, c'est assez intéressant. On a quelques questions, notamment notre cher ami Cléo. Bonsoir Cléoscope, à 20h35. Question, mon idée numérique, donc mon identité numérique me coûte 45 € par mois. Si elle est, entre parenthèses, de fait devenue incontournable, pourquoi n'est-elle pas payée par l'État, sachant que ces données sont vendues pour profit? J'ai pas tout lu, hein. Dis-moi tout. Alors, si elle est de fait devenue incontournable, pourquoi n'est-elle pas payée par l'État, sachant que ces données sont vendues pour profit? Alors, vendues, oui et non. Enfin. Alors, très bonne question, parce que, encore une fois, le téléphone portable n'est pas non plus rendu obligatoire de par la loi. Mais si vous voulez accéder à un certain nombre de services, aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Donc, c'est toute la subtilité, c'est pas obligatoire. Le Code des relations entre le public et l'administration précise que la numérisation des services publics n'est pas obligatoire et qu'il doit toujours être possible de passer par le service papier. Sauf que dans la réalité, cela est devenu très difficile. Donc, aujourd'hui, comme c'est pas obligatoire, c'est pas l'État qui doit vous le payer. Et clairement, je pense que si un jour la question juridiquement venait à être soutenue, je pense pas que ça tiendrait. Merci à toi. On a une question de Gabi. Bonsoir Gabi, heureux de te retrouver également. Ce sujet n'a-t-il pas été un peu traité en 2025 ou je me gourre? Alors sur la chaîne YouTube peut-être. On a déjà parlé de l'identité numérique avec Pierrick. Là, le sujet de ce soir, c'était de parler de l'action en responsabilité que la DLF engage contre l'État, justement sur son incapacité à assurer une parfaite protection des données personnelles. C'est en ça que le sujet, par contre, lui, n'a jamais été traité sous cet angle-là. Mais évidemment, sur la chaîne YouTube, vous avez déjà, à mon avis, entendu parler d'identité numérique. Et j'en ai déjà reparlé à plusieurs reprises dans différentes émissions sur le pass numérique. Donc évidemment, c'est pas nouveau. Merci. On a une question également de Cléoscope, encore à nouveau à 20h44. Question, une plateforme comme Facebook a-t-elle le droit d'extorquer des données personnelles, carte nationale d'identité, passeport, téléphone, permis, par chantage pour récupération d'un compte bloqué arbitrairement? Alors, extorquer, je me permets, on va voir si j'ai bien compris les questions. En tout cas, entre guillemets, c'est toujours, vous savez, dans les conditions générales de vente ou les contrats ou les autres, c'est-à-dire que finalement, personne ne vous impose. Dis-moi si je me trompe, David, personne ne vous impose d'aller sur les réseaux sociaux, donc finalement Facebook ou autre, ils peuvent mettre leurs conditions qu'ils veulent. En fait, finalement, si on vous dit maintenant, si vous voulez continuer à pouvoir, si vous voulez récupérer votre compte personnel et que pour vérifier votre identité, on a besoin de ça ou ça, je ne vois pas ce qui empêche Facebook de pouvoir vous demander notamment les documents. Je ne dis pas que je suis d'accord. Voilà, je pense que en fait, finalement, comme c'est des plateformes privées, ils sont directement, c'est vous utilisez leurs services, je pense qu'ils peuvent mettre en partie une partie de leurs conditions qu'ils souhaitent. Voilà, dis-moi si j'ai bien répondu, David. Juridiquement, ils ne vous obligent pas à fournir vos documents d'identité. Eux, ce qu'ils doivent, c'est s'assurer que les documents, que le compte récupéré est récupéré par la bonne personne. Donc à partir de ce moment-là, sans vous y contraindre, ils se retrouvent de facto à vous imposer de fournir de tels éléments. C'est pas, moi, ça ne me paraît pas choquant à partir du moment où vous consentez à fournir ces données personnelles. Si vous ne consentez pas, vous abandonnez le compte. Merci à toi. On avait une autre question. Il y a Gauthier qui remonte, je vois qu'il me fait réapparaître des commentaires. Une question de 20h36 de Gabi Poli. Tout se concentre sur la CNIL, point d'interrogation. Ton micro est coupé, je crois, David. Alors tout se concentre sur la CNIL. Je n'ai pas parlé de la CNIL, puisque la CNIL, effectivement, est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de rendre des avis, parfois des sanctions, mais en aucun cas, c'est elle qui légifère. Et si une condamnation devait intervenir,
clairement, ce seraient les juges qui seraient amenés à condamner et non pas la CNIL. Merci à toi. Il y a une autre question de Cléoscope qui est de 20h38. On avait OK une de 20h44. Alors, question un petit peu sensible, mais autant qu'on la pose. Question, ne serait-ce pas un non-sujet pour votre cabinet, cher maître? Payer 3 000 € un avocat pour obtenir juste les excuses du gouvernement, ça n'a pas grand intérêt. Alors, c'était à 20h38, tu étais dans le début des explications. Est-ce que tu veux donner davantage de détails? On en reprofite. Effectivement, économiquement parlant, un tel recours n'a pas véritablement d'intérêt. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est victime de vol de données personnelles, à moins qu'on ait subi une agression qui soit en lien direct avec ce vol, là ici je pense notamment aux possesseurs d'armes à feu qui ont vu leurs données personnelles être diffusées sur Internet suite au hackage du site de l'association des détenteurs d'armes à feu. Hormis cette situation assez extrême, pour moi c'est essentiellement un préjudice moral et éventuellement un préjudice d'atteinte à vos données personnelles qui pourrait donner lieu à une condamnation et on serait à quelques milliers d'euros au maximum, et peut-être bien en dessous des 3 000 € que coûterait un avocat pour ce type de recours. Alors, je sors le chiffre des 3 000 € parce que chaque avocat a ses grilles tarifaires et qu'en général, évidemment, lorsque vous saisissez le tribunal administratif, on est dans une grille peut-être un peu haute pour certains avocats, mais c'est à peu près ça pour aller saisir le juge administratif. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais, en discutant avec la DLF, j'aurai le plaisir prochainement de recevoir sur la chaîne dans ces nouveaux studios, j'ai eu le plaisir de discuter et de dire économiquement l'action n'est pas intéressante, par contre juridiquement la solution qui pourrait être rendue pourrait avoir des effets considérables. Considérables pourquoi? Parce que si on peut ralentir, voire en meilleur des cas stopper la volonté du gouvernement d'instaurer, de généraliser et de rendre obligatoire cette identité numérique, alors on se doit de le faire. Et c'est vraiment dans ce but qu'on a cherché à créer cette action juridique parce qu'elle répond à un véritable besoin. Et si cette association ne s'en empare pas, qui va le faire? Clairement, on ne sait pas. Certainement, d'autres associations auraient très bien pu s'en emparer. Il s'avère que j'ai des liens très étroits avec la DLF, sans être pour autant ni président, ni adhérent ou l'avocat exclusif. Je le rappelle, je travaille avec des liens étroits avec la DLF, mais la DLF, ce n'est pas mon cabinet d'avocat. Ce sont bien deux entités différentes. Et je pense que pour ceux qui ont regardé notre dernière émission avec la DLF, vous aurez connaissance des deux personnes qui sont les figures de tête, mais pas les seules, à faire vivre cette association et pour lesquelles je remercie pour leur investissement, puisque initialement cette association a émergé durant la crise sanitaire et rapidement les membres fondateurs ont compris que la mission allait bien évidemment au-delà de la simple question de la crise sanitaire et de la vaccination obligatoire. Donc vraiment, merci à eux deux et à tous les membres de l'association qui la font vivre. Donc, cette action juridique, économiquement, n'est pas rentable. Par contre, les conséquences qu'elle pourrait avoir en cas de condamnation sont, eux, redoutables. Eh ben merci en tout cas à toi. On a dans le chat, je pense qu'il l'a vu côté, on a quelqu'un, je comprends rien ce qu'il raconte. Bref. Damien Feuillois, 5936, 20h51. Je suis pas certain d'avoir compris la question. Les criminels qui utilisent les lois anciennes vont-ils être contrôlés? Je ne sais pas comment. Enfin, bref. À 20h51. Alors je ne sais pas si Damien Feuillois peut préciser sa question, puisque là, évidemment, je manque un peu de contexte pour pouvoir vous répondre. En tout cas, pensez à vous abonner, posez vos questions en commentaire, ça nous inspire pour pouvoir faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et bien entendu, rejoignez également la chaîne YouTube de Pierrick. Pierrick, tu es à combien d'abonnés toi aujourd'hui ? Je dois être, je sais plus, à 4000 et quelques, je sais plus, et surtout, alors, moi j'ai toujours pas monétisé ma chaîne, mais si vous voulez, j'ai un petit lien Tipeee dans la description de ma chaîne YouTube, si vous voulez faire une contribution, même à partir de 1 €, voilà, c'est si vous voulez, j'aimerais pouvoir commencer, on va dire, si on peut dire, m'aligner en termes de qualité, on va dire, à ce que vous voyez sur le côté, là, pour que vous ayez plus tableau derrière et davantage, on va dire, une caméra un petit peu de meilleure qualité, bref. Voilà, si vous souhaitez contribuer, ce sera avec grand plaisir pour continuer ces émissions encore pendant des semaines et des semaines, tous les lundis ensemble.
On a une question à 20h49 également de Clio, c'est intéressante. Merci Maître pour ces explications, mais le droit derrière cela permet-il des indemnisations sérieuses à l'américaine, genre 500 000 euros de dommages et intérêts? Ça fait réfléchir le collecteur des données sur leur sécurité. Alors, ça rejoint la question qu'on avait posée tout à l'heure, c'est-à-dire économiquement, l'action ne mènera pas à des condamnations sur des montants excentriques. Pourquoi ? Parce que le juge administratif, tout d'abord, est le garant des deniers publics, donc il ne va pas dilapider l'argent public dans des condamnations. C'est pour ça que lorsque la Nouvelle-Calédonie, l'État a été condamné pour les événements en Nouvelle-Calédonie, je vous rassure, braves gens, vous n'allez pas payer plus d'impôts parce qu'on va indemniser les pauvres Calédoniens qui ont tout perdu. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas eux qui vont mettre en faillite la France, d'accord ? Donc on se rassure. La deuxième chose, c'est que c'est parce que économiquement, cette action est finalement peu intéressante que l'association ADLF a vraiment un atout à jouer. Alors, évidemment, elle a un atout à jouer, mais elle devra avoir des soutiens, et notamment des soutiens financiers, puisque ces actions, on aimerait pouvoir les multiplier et surtout faire en sorte que cette association puisse offrir les services de notre cabinet sans que ce soit constamment des prestations gratuites, c'est-à-dire que vous êtes arrivé de faire des prestations à des conditions tarifaires battant toute concurrence, mais l'objectif c'est quand même de pouvoir y accorder un temps nécessaire et de pouvoir travailler sur ce sujet sans se dire que notre temps est compté parce que économiquement parlant, cela nous mettrait en difficulté de pouvoir poursuivre nos recherches et notre travail. Donc évidemment, tout le soutien de cette association sera bénéfique pour que cette action puisse arriver à son terme. Évidemment, cette action, elle va vivre, c'est-à-dire qu'on va l'engager, puis on est assez persuadé qu'il y aura d'autres vols de données personnelles et probablement peut-être d'autres actions qui vont en découler suite à nos recherches et à notre approfondissement de l'action en responsabilité contre l'État. Donc évidemment, pour que l'association puisse nous aider à travailler sur ce sujet, il sera nécessaire qu'elle ait du soutien. J'ai d'ailleurs mis le lien dans la description de la vidéo. Je pense que Gauthier va nous la faire parvenir. Pensez également, les amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisqu'on vous tiendra informé de l'avancée de cette action. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous annoncer que cette action est en cours de finalisation et que nous allons engager la responsabilité de l'État pour son incapacité à protéger nos données personnelles. Je pense que ça fera une dans un montage. Super, merci. Et on va terminer par la dernière question qui a été posée à 21h de Astre de Mu. Question: vont-ils mettre en place un système de e-card d'ID pour mettre les données à l'abri, selon toi? Bonne question. Je ne sais pas quels seront les outils qui seront mis en œuvre par l'État. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aller protéger vos crypto-monnaies grâce à des portefeuilles numériques. Je pense ici à Ledger de Éric Larchevêque. Éric Larchevêque que j'avais eu le plaisir de rencontrer, qui est un très grand entrepreneur français et qui s'est spécialisé dans la protection de crypto-monnaies. Donc si on est capable de protéger de la crypto-monnaie, je ne comprends pas pourquoi nous ne serions pas capables de protéger les données personnelles de tous les citoyens français. La seule raison pour moi, encore une fois, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de volonté politique de protéger les données personnelles. Ce que l'État veut, après tout, c'est de pouvoir ficher l'ensemble de ses citoyens. Ah oui. Imaginons une chose. Demain, un événement type Gilets jaunes se déroule. Dans la foule, quelques têtes sortent, émergent, et vous vous rendez compte que pour mettre fin à ce mouvement, il vous suffirait simplement d'abattre les têtes pensantes et les meneurs d'un tel mouvement. Quoi de plus facile si vous connaissez tout sur eux et que vous êtes capable, en quelques minutes, de pouvoir collecter toutes les données personnelles qui concernent ces mêmes personnes? Eh bien, vous pourriez demain, éventuellement, suspendre la CAF, éventuellement demander à la banque de clôturer un compte bancaire ou tout simplement rendre des démarches actuellement en cours plus difficiles, et ce, afin d'appliquer ce qu'on appelle des mesures de rétorsion. Alors vous me direz, juridiquement quand même, on est assez proche d'une mafia. Oui, mais après tout, la politique, c'est un peu ça. Rappelez-vous, ce que la crise sanitaire a dévoilé, c'est que la fin justifie tous les moyens. Le droit n'est qu'un outil entre les mains d'un gouvernement qui cherche à appliquer une volonté politique. Et que cette volonté politique corresponde à la volonté de la majorité, ce n'est pas le critère déterminant. Donc, oui, braves gens, nous devons être inquiets de la manière dont aujourd'hui l'état de droit est manifestement méconnu par nos dirigeants.
Et comme je l'avais expliqué, l'extrême centre qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron n'est pas le pire des extrêmes. Bien au contraire, il pourrait y avoir des partis politiques probablement plus vindicatifs, plus intrusifs dans nos vies personnelles, et on ne peut que s'inquiéter finalement de ces précédents qui ont été créés par Emmanuel Macron et toute la clique qui le représente depuis plusieurs années. Je peux vous assurer que l'État de droit n'en sortira pas indemne et nous devons en tant qu'avocats et en tant que citoyens éclairés, nous offusquer et agir autant que faire se peut, tant qu'il n'est pas trop tard. Parce que oui, braves gens, il n'est pas trop tard pour agir et pour défendre nos libertés. S'il était trop tard, nous ne serions pas là pour en discuter. Et sachant que j'aime bien ce que tu as évoqué, l'exemple, voilà, pour abattre quelques personnes, on va dire, notamment identifiées, et les faire chanter. Ça me rappelle une interview, il y a quelques interviews que je trouve, enfin, il y en a pas mal quand même qui sont très intéressantes. Je fais une petite pub, vous savez, pour Légende. Vous savez, avec Guillaume Play, c'est ça le nom, je me rappelle jamais. Il y a pas mal d'interviews, je trouve très intéressant parce que c'est assez divers, où il donne la parole, encore une fois, peu importe ce qu'on en pense, il y a une parole, on va dire, assez ouverte sur pas mal de sujets, et notamment il avait interrogé, on va dire, notamment un ancien membre de la DGSE. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette émission, je vous invite vraiment à la voir, elle dure, je crois, pas loin de 2 heures. Elle est très intéressante vraiment sur toutes les méthodes qu'ils utilisent et justement sur notamment quand ils veulent des informations. C'est exactement ce que disait David, quand ils veulent absolument avoir potentiellement des informations, et ben en fait ils vont fouiller un petit peu, expliquer leur méthode, c'était on va fouiller un petit peu dans la vie personnelle de monsieur ou de madame, et puis forcément on va le voir et on dit écoute bonhomme, voilà ce qu'on a trouvé, donc maintenant voilà comment grossièrement est-ce que ça va se passer, sauf si tu veux éventuellement que ta vie, on va dire, bascule du jour au lendemain. Voilà, je vous invite à revoir cette émission pour ceux qui ne l'auraient pas vue, où on voit déjà un petit peu les méthodes, notamment pour les services de renseignement extérieurs. Donc, alors là, c'est des méthodes de renseignement qui se passent dans, on va dire, au-delà de la France, voilà. Mais ça montre comme quoi on sait déjà faire. Voilà. En tout cas, merci. C'est la preuve d'une certaine naïveté que de considérer que l'État, qui a des moyens assez illimités, ne serait pas capable demain, pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou que sais-je, de se comporter comme un maître chanteur. Parce qu'après tout, si c'est possible, ce sera fait. C'est pour ça qu'on doit être extrêmement vigilant, tout autant que nous sommes, à lutter contre cette récolte de données personnelles et cette incapacité de l'État de les protéger. Croyez-moi, nous ne sommes pas au bout de nos peines et l'identité numérique va déferler sur nous. Nous n'allons pas nous rendre compte tout de suite à quel point nos libertés vont être massivement restreintes grâce à ce nouvel outil de contrôle que sera ce pass numérique. Pass numérique, évidemment, qui est la version diabolique de l'identité numérique. Et puis, je vous rappelle quand même, il n'y a pas de raison que ça se fasse qu'aux États-Unis, je vous rappelle quand même l'affaire de Edward Snowden, pour ceux qui auraient oublié, qui travaillait pour la NSA, qui a révélé tout ce qui se faisait. Je vous laisse imaginer qu'il n'y a aucune raison que dans les autres pays, ils se disent « Ah non, on tient aux libertés fondamentales, on tient à l'intimité des gens ». Forcément, si dans d'autres pays ça se faisait, je vous laisse imaginer dans les autres pays également ce qu'il est capable, je pense, de se produire, enfin du moins ce dont on peut se douter. Comme vous le dites, voilà, la petite caméra qui est juste ici, si je laisse mon PC, on va dire en veille ou autre, forcément on se doute que sans même le savoir, il y a certainement des personnes qui puissent prendre le contrôle à distance, pouvoir vous filmer. C'était notamment un des éléments qui avait été révélé, notamment dans l'affaire Snowden, voilà, où il avait révélé que n'importe qui, on va dire, ils arrivaient à prendre le contrôle de votre caméra sans même que vous vous rendiez compte qu'elle était allumée, etc., etc., etc. Bref. Donc en tout cas, merci pour tous ces éléments. Bonsoir à Bloom qui vient de nous rejoindre, voilà, qui arrive sur la fin, voilà, 21h et quelques. En tout cas, de quoi parle-t-on lundi prochain, David? Pensez à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Les 2 chaînes YouTube. Tout à fait, plus de 50% à nous visualiser les émissions et à ne pas être abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous. Vous allez voir, au courant des prochains mois, il va y avoir de plus en plus d'émissions sur des sujets d'actualité juridique. On est là pour faire du droit, on est sur une chaîne de vulgarisation juridique. Et vous allez voir que le contenu sur le fond et la forme va vraiment monter en qualité. Donc vraiment, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez même souscrire. Je crois d'ailleurs que nous avons un générique avec les derniers souscripteurs.
Donc on va vous mettre à l'honneur et nous allons vous préparer des petites surprises. Pour la semaine prochaine, mon cher Pierrick, j'avais envie qu'on parle du scandale du Crans-Montana. Je pense que tu connais très bien ce sujet, tu t'es exprimé d'ailleurs à plusieurs reprises sur tes réseaux sociaux. On est sur la question des règles de sécurité en matière d'établissement recevant du public. Je trouvais que c'était un sujet qui était dans l'actualité et qui rejoint vraiment l'accompagnement que mon cabinet fait régulièrement sur des ERP, notamment en matière de fermeture administrative et de risque incendie. Je trouve que là, l'actualité se présente. On est sur un établissement qui relève du droit helvétique, d'accord, mais je pense qu'on peut y faire des parallèles avec ce qui s'est passé en France avec le 5 à 7 dans les années 70 et avec toute l'évolution de la législation. Je trouve aussi que, pour le coup, ta compétence en matière professionnelle sera vraiment intéressante avec un vrai regard croisé, avocat et membre de la sécurité incendie. Je pense que vraiment, on aura une émission de très haute qualité et j'avais envie de traiter ce sujet-là avec toi. Donc, pour la semaine prochaine, on parlera de Crans-Montana, des règles de sécurité des ERP et comment, évidemment, un tel drame aurait pu être évité. Et ben en tout cas, merci, c'est super intéressant. Forcément, également, comme vous avez, j'ai une activité de pompier, mais surtout également, j'ai une deuxième activité depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je fais de la formation également du conseil en sécurité incendie. Et depuis plusieurs années, je me suis formé également, on va dire techniquement, et même en termes en titre d'expert, je vais le dire en toute humilité, j'ai également un titre d'expert. Donc là, c'est pas on va dire, c'est pas la formation que j'ai suivie chez les pompiers, c'est des formations, on va dire, à titre privé que j'ai passé également. Moi, pour vraiment me qualifier, j'ai un titre, on va dire, d'expert consultant, si on peut dire, en prévention du risque incendie. Également SIAP 3, c'est-à-dire, voilà, c'est le plus haut niveau de compétences en termes de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, pour justement avoir une bonne connaissance de la réglementation et de comment est-ce qu'on applique la réglementation dans les ERP. Donc c'est totalement mon domaine. Donc ce sera avec grand plaisir d'échanger avec une vision droit, une vision culture, on va dire, donc une culture juridique, une culture, on va dire, prévention du risque incendie. Parce que comme tu le dis, je vais pas me permettre de m'exprimer, moi, sur je dirais, la réglementation suisse. Je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'on pourra la parler en France. On a eu notamment, tu parles du 5-7, on a eu notamment également, certains ont déjà oublié, Rouen, le coup bas libré en 2016 avec 14 morts, dont des jeunes. Pareil, de la mousse d'isolation phonique dans une cave, on va dire dans la cave d'un bar, voilà, avec également des personnes piégées suite à l'inflammation. Pareil, encore une fois, avec des feux de Bengale. On a toujours finalement à peu près, on va dire, une problématique à peu près similaire. Il y avait eu un feu similaire également, je crois, au Brésil, mais là qui avait fait 200 morts il y a quelques années. Bref, voilà, donc ce sera très intéressant et de voir comment est-ce qu'en France, est-ce qu'on gère ça et quelles sont encore éventuellement les problématiques où le droit, on va dire, ne couvre pas encore tout. Donc j'ai hâte d'échanger là-dessus, ce sera très intéressant. Voilà. Ça permettra peut-être, je pense, de remettre un petit peu une touche, ce qui peut être intéressant. N'hésitez pas à l'envoyer, je pense, cette émission, à le dire à tous ceux qui sont exploitants d'un établissement recevant du public, puisque notamment ce qu'on appelle les 5e catégories, donc tous les petits établissements, vous savez, le bar du coin, etc., ceux qui ne sont pas soumis à commission de sécurité, ça peut être très intéressant pour eux. Je pense que certains, des fois, ignorent, on va dire, toute leur part de responsabilité dans l'exploitation de leur établissement et notamment, on va dire la conception de leurs locaux, les matériaux qu'on va mettre au mur, qu'on va utiliser pour de la décoration, etc. Et je pense que certains en oublient des fois les responsabilités qu'ils peuvent avoir. Et justement, le tribunal, je pense que tu pourrais reprendre la décision de justice, puisqu'il y a une condamnation des exploitants, forcément, par exemple, à Rouen, notamment dans l'établissement, donc le coup bas libré, où il y avait eu 14 morts, puisque c'était un exploitant qui avait, encore une fois, fait des travaux, on va dire, à sa manière. Faut imaginer, je pense que ça doit être quelqu'un qui ignorait un petit peu les règles de sécurité, on va dire la réglementation qui était vraiment soumise, qui a fait un petit peu son truc, je pense. Voilà, j'ai pas regardé trop le détail un petit peu, on va dire, sur pourquoi est-ce qu'il avait conçu ça comme ça. Et puis, ben voilà, le drame. Mais après, il faut répondre de ces actes devant un juge, parce qu'il y a 14 familles qui attendent justement des réponses, voilà, suite au décès de leur personne. Donc ça va être très intéressant. Donc lundi prochain, on parle de l'affaire Crans-Montana, super intéressant, culture juridique et avec un point de vue sécurité incendie. J'essaierai de pas trop parler parce que c'est un sujet moi qui me passionne. Il faudra me couper, David, si toutefois je m'exprime trop. Et surtout, ceux qui nous ont rejoints, donc pensez à vous abonner et surtout
ce vendredi, en direct, vers 19h. On va communiquer davantage dessus. On sera en direct, donc je serai juste ici, à côté de David, donc dans son cabinet. Je descends sur Montpellier pour donc la 161e émission, si on peut dire ça ainsi, ou alors on va dire une émission un petit peu particulière pour l'inauguration du cabinet. Donc on fera une émission au préalable, justement, directement. C'est pas l'actualité qui manque. Hein. Ouais, exactement. Donc on sera ensemble. Ce sera un grand plaisir d'aller ouvrir ces nouveaux locaux et ce nouveau studio. Là, il faudra que je pense à remonter quand même, mais il est vrai que je me dirais, j'ai hâte de découvrir le nouveau studio. Je pense que je me dirais, bah tiens, j'aurais bien tendance à vouloir rester ici, on sera mieux, plutôt qu'avec mon petit mur blanc derrière, etc. En tout cas, merci à toutes et tous. Merci encore à Gauthier qui a fait un travail formidable que j'ai hâte de rencontrer vendredi en coulisses, sur le montage, sur les visuels que vous voyez, sur les génériques, etc. Qui vous fait, qui nous étoile, qui nous, on va dire, nous épingle les commentaires avec vos questions, qui affiche là toutes les commentaires, on va dire, en direct, qui nous suit en direct. C'est super intéressant de pouvoir échanger de la sorte. En tout cas, merci à toi et on se retrouve vendredi en direct. Vous ne manquez surtout pas l'émission, donc pensez à vous abonner pour avoir les notifications. Vendredi en direct aux alentours de 19h, directement pour une émission spéciale dans les coulisses, enfin dans le studio, le nouveau studio du cabinet de David Buis. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous.